Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise Et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Sonia Kwame, spécialiste carrière et RH et collaboratrice pour 4,95. Sonia va nous parler de comment avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et son travail, de la discrimination dans un milieu professionnel, et elle va nous raconter quelques anecdotes sur les choses à faire et ne pas faire au bureau. Bonne écoute! Salut Sonia, bienvenue à l'apéro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est super contente de t'avoir puis de t'avoir découvert en fait sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être avec vous en ce beau samedi matin. Oui! Ça fait tellement plaisir. Donc, moi, je t'ai découvert sur Instagram. Je suis tombée sur ta page, puis j'ai vu que tu es spécialiste carrière RH. Je crois aussi que tu es collaboratrice pour deux blogs, je pense. Mais c'est 4,95 de Urbania, c'est ça? Exactement. Nice. Peux-tu nous parler un peu plus, qu'est-ce que ça fait une spécialiste carrière RH? Comment tu as fini par devenir collaboratrice pour ces deux sites-là? Ces deux plateformes. En fait, moi, je suis professionnelle RH, puis je me spécialise dans le développement de carrière et orientation, puis dans tout ce qui touche les RH de façon traditionnelle. Donc, ma petite histoire, mon Dieu. Je suis tombée un petit peu dans la gestion des ressources humaines par hasard. Comme plein de gens, j'ai été au cégep, sciences humaines. Tu finis les sciences humaines, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire. Je ne savais pas trop. Donc, je me suis orientée en regardant vraiment les différents cours dans la gestion des ressources humaines. Puis, je me suis dit, une fois rendue dans ma première session, je verrai si ça m'intéresse réellement. Puis, je suis tombée en amour avec la profession. Donc, j'ai fait un bac en gestion des ressources humaines suivi d'une maîtrise en développement organisationnel. Donc, le développement organisationnel, c'est quoi? C'est grosso modo des gens qui aident les organisations à devenir meilleures sans oublier l'humain. Donc, moi, c'est ce qui m'a passionné le plus. Puis ensuite, j'ai voulu ajouter à mon arc de l'organisation parce que j'aime beaucoup tout ce qui est très structuré puis bien organisé. Donc, j'ai fait un certificat en gestion de projet. Donc, ça m'a amené au fil des 10 dernières années à travailler en gestion des ressources humaines dans des petites, moyennes et très grandes entreprises où je me suis rendu compte justement de l'apport puis de l'apport et de l'importance d'avoir des professionnels RH venant de tout horizon, ayant tout type de perspective, ce qui fait en sorte que il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai démarré ma page Instagram, je me suis dit, écoute, moi, j'ai envie d'être le visage authentique de la gestion des ressources humaines, de parler des vraies choses pour des vrais gens. Puis, avec l'expérience que j'avais étant du côté employeur, représentant de l'employeur, je vais être en mesure de donner des trucs et astuces aux employés. Donc, si tu as de la difficulté à trouver un emploi, si ça fait 6 entrevues que tu fais, puis tu n'as toujours pas le rôle, puis tu te dis, attends, j'ai les compétences pour le faire, moi, j'aiguille les gens, puis je les accompagne à travers ça. Okay. Puis, ça m'a justement donné encore plus le goût d'aider des petites entreprises et entrepreneurs parce que, en bas de 50, 60 employés, c'est très rare qu'une organisation ait une personne en gestion des ressources humaines. Moi, je me suis dit, écoute, je vais justement aller essayer d'accompagner ces entrepreneurs, ces petites entreprises qui ont besoin de soutien, d'accompagnement pour les différentes facettes de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est un petit peu ce que je fais présentement, puis comment est-ce que je me suis rendue là. C'est beau, je trouve, par exemple, ta façon de mettre l'humain au devant, parce que des fois, j'ai travaillé pour différentes compagnies, puis des fois, on dirait que tu le sens que les personnes de RH travaillent pour le bien de l'entreprise, mais pas nécessairement pour le bien des employés de l'entreprise. Puis je trouve que juste la façon que tu as décrit ce que toi, tu fais, tu sais, c'est sûr que tu es employé pour une entreprise, c'est sûr que tu vas travailler pour elle, mais je trouve que tu as de l'air aussi de mettre plus l'emphase sur comment l'employé peut réellement s'améliorer pour ça, tu sais, comment mettre l'humain au devant de tout ça, fait que je trouve ça beau comme façon de voir les choses. Oui, j'en parle beaucoup. Pour moi, l'humain est au cœur de la réussite. C'est la série justement que je fais présentement avec des entrevues avec différents entrepreneurs puis chefs d'entreprise. Et
pour moi, c'est utopique de penser qu'une entreprise peut grandir, peut avoir du succès sans mettre les humains au cœur. Une fois que les gens qui travaillent pour ton entreprise sont heureux, s'ils sont contents, ben, s'ils sont heureux, contents, ils vont être plus innovants, ils vont être plus créatifs, ils vont être plus motivés, ils vont moins s'absenter, ils vont être moins malades. Donc, de mettre les gens au cœur de ton entreprise, c'est juste plus rentable pour toi. Donc, les gens me parlaient en termes d'argent, ben, pour moi, c'est un des meilleurs exemples. C'est que ben, si les gens sont heureux, sont contents, sont mobilisés, ils restent, ben, c'est plus rentable pour toi. Tellement, tellement. C'est clair. Ça me surprise parce que j'ai toujours cru aussi, comme Roxane, c'est que les RH, c'est plus pro-employeur. Je sais que, tu sais, il y en a, mettons, que ça peut être les deux, mais je savais pas qu'une RH pouvait nécessairement aider un particulier vraiment dans la recherche d'emploi. Ça j'avoue, c'est la première fois. Oui, en fait, ben, je te mentirais si je te disais que c'est commun. C'est pas nécessairement commun. Une personne qui travaille en gestion des ressources humaines en entreprise, de facto, il représente l'employeur auprès des employés. Donc, votre perspective des personnes, des professionnels en RH est pas fausse. Sauf que elle représente l'employeur auprès des employés. Elle doit être toujours entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. Donc, elle doit vraiment être entre les deux, puis ramener l'information à l'employeur pour essayer de l'amener à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, puis justement faire les deux. Ce qui m'a amené à vouloir accompagner des professionnels, c'est que je me suis rendu compte, principalement parce que ben déjà, moi, je suis mariée à un immigrant. Donc, il est arrivé au Canada il y a 11 ans et j'ai vu les premières embûches qu'il a vécues quand il était dans la recherche d'un emploi et ça n'avait rien à voir avec ses compétences. Ça avait tout à voir avec la façon dont il se présente, la façon dont il interagit, la façon dont il parle ou ne parle pas, son accent et tout ça. Donc, je me suis dit, ben attends, si lui, il vit ça, on est ensemble, moi, je suis en mesure de pouvoir le coacher, de l'accompagner, de le soutenir dans ça. Combien d'autres personnes n'ont pas cette possibilité? Donc, c'est ça qui m'a amené vraiment à me dire, ben attends, les gens peuvent avoir des postes qualifiés, il faut juste des fois leur donner des petits tweaks puis dire, attends, si tu dis ça, voici comment c'est perçu. Fait que l'objectif, c'est pas de le dire, mais c'est de l'amener d'une façon que l'employeur va comprendre que ben c'est pas négatif, puis en travaillant là-dessus, ça va être positif justement pour l'entreprise. Ouais. Puis de pas prendre pour acquis ses employés aussi, là, de pas se dire l'employé a de la chance de travailler pour moi, mais j'ai plus, tu sais, que l'employeur se dise, ben j'ai de la chance d'avoir ces employés-là plutôt que l'inverse aussi. Tu sais, il y a un employeur qui dit ça à l'heure actuelle au Québec. Je pense qu'il est mal barré pour deux raisons. Ben, la première, parce qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre. La semaine dernière, on a annoncé qu'il y a 200 000 postes à combler au Québec. C'est énorme. 200 000 postes à combler sur une population de 8,5 millions, c'est énorme, énorme, énorme. On parle de 1,2 million en 2030. Donc, si un employeur prend pour acquis ses employés, il est mal barré, la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est qu'à cause de ça, ben, le marché est super bon pour tout le monde. N'importe qui a le moindrement une matière grise équilibrée et en mesure de se trouver un travail assez facilement. Donc, de prendre acquis ses ressources, ses collaborateurs, ses employés, c'est tirer dans les deux pieds en même temps. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui me surprend parce que c'est vrai que ça fait quoi, au moins 1 an, on pourrait dire, qu'on entend qu'il y a une pénurie ou que les employeurs recherchent beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de monde autour de moi qui ont eu de la misère à trouver de l'emploi facilement. Comme moi, je me rappelle, exemple, la dernière fois que j'ai envoyé des CV, c'était comme en 2017-2018, puis c'était pas vanté, là, mais dans le sens que c'était quand même... j'étais quand même habituée d'avoir une job. J'envoie mes CV au début de la semaine, j'ai sûrement un appel ou une job confirmée la semaine d'après. Donc, en ce moment, les gens me disent que comme ils envoient vraiment des millions de CV, mais c'est difficile comme le processus d'embauche est plus complexe qu'avant, on dirait la COVID. Il y a beaucoup plus d'entrevues. Puis, on dirait c'est comme s'ils veulent décourager le candidat pour voir vraiment si toi, tu veux vraiment, vraiment travailler, genre, pour l'employeur. Ben, mon Dieu, j'ai pas côtoyé, j'ai la chance de ne pas avoir côtoyé ce type d'entreprise qui le prennent pour acquis. Mais c'est sûr que dans un processus, puis t'es pas obligé de nommer le nom de tes amis, mais c'est sûr que dans un processus, généralement,
les gens qui ont de la difficulté à trouver un emploi, c'est toujours les mêmes. Puis c'est juste parce qu'il y a une petite chose qu'il faut débloquer. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième chose, juste par ton nom de famille, c'est beaucoup plus facile. Puis ça, c'est un fait. C'est un triste fait, mais non, c'est tellement vrai. Par le prénom, le nom de famille, ben, il y a des billets que certaines personnes n'ont plus. Puis après ça, peut-être arriver en entrevue, ils se disent « Oh, c'est pas ça que je m'attendais, mais elle est quand même bonne. » Fait que c'est bon, mais le simple nom de famille, puis c'est sûr que vous en avez déjà vu, puis sinon, je pourrais en partager, ça peut être intéressant pour votre communauté, mais le nom de famille est un élément de discrimination premier, c'est-à-dire les personnes ayant des noms à connotation arabe ont, je peux me tromper, mais 6 ou 7 fois plus de difficultés à trouver un emploi que les autres. Donc, c'est... Des fois, quand on vit des recrutements ou on vit un processus d'embauche plus facilement, on peut regarder les gens tourner et se dire, ben, il y a je sais pas, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou... Puis des fois, ben, c'est juste ces petits éléments-là qui... Ça fait du sens. Des fois, on oublie, genre, ces petites notions-là, surtout, si tu habites à Montréal, il y a beaucoup de diversité, mais peut-être aussi, ça peut être à double tranchant. Vu qu'il y a tellement de diversité, ben, les employeurs essaient le plus d'aller chercher, exemple, je sais pas moi, du monde avec des noms de famille plus québécois, puis c'est ce qui est dommage. Mais bon. Ben, c'est de la discrimination. C'est vraiment de la discrimination. On va en parler plus tard dans l'émission, là, mais c'est sûr qu'on revient sur ce sujet-là. Mais aussi, je voulais savoir comment tu es devenue collaboratrice pour les plateformes, comment ça s'est... Oui, en fait, je venais tout juste de démarrer ma page Instagram. Ça faisait peut-être 2-3 mois que j'avais démarré ma page. J'étais encore en congé maternité. J'avais commencé à être active dans ce que je postais. Et une collaboratrice de Urbania m'a contactée, m'a dit « Écoute, j'aime beaucoup ton contenu. Je sais pas si tu as déjà écrit des articles, ça pourrait être vraiment intéressant. » Moi, j'avais jamais écrit auparavant. Je me considère pas non plus comme une personne qui écrit particulièrement bien. J'écris pas mal, mais je me disais, mon Dieu, écrire pour que des gens me lisent, je sais pas. Je sais pas. Donc, elle m'a dit, ben écoute, j'aimerais te mettre en contact avec le rédacteur en chef de 495 qui est aussi, qui travaille pour Urbania. Puis c'est comme ça, on s'est rencontrés. Il m'a dit, ben écoute, écris-en un billet sur quelque chose qui t'intéresse. On a discuté de différents sujets. J'ai écrit le premier, j'ai trouvé ça cool. Il m'a trouvé bonne apparemment. Puis ben écoute, ça fait un peu plus d'un an qu'on est en collaboration ensemble, puis que j'écris des articles sur des sujets qui m'intéressent. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool. Que, ben, j'ai la possibilité de proposer tous les sujets qui m'intéressent. Puis ils me disent, ben écoute, ça oui, ça fonctionne. Ça, pas maintenant, on s'en reparlera dans quelques semaines. Que j'en écrive un par semaine ou un par mois, eux sont ouverts. Là, ça dépend vraiment de moi, de mes disponibilités, puis de ce que ma plume a envie de ce que mon inspiration me donne à écrire. En tout cas, t'as une belle plume, pour vrai, ouais, parce que c'est pour vrai, c'est captivant, puis t'en apprends beaucoup, puis comment tu l'amènes, je sais pas comment expliquer, c'est comme raw, mais ça l'est pas en même temps, genre, comme on va droit au but, puis c'est très concret, fait que... Mais c'est aussi ça que j'aime beaucoup de ce média de 495, c'est que quand j'écris, j'ai l'impression que je parle à un ami. C'est ça, ouais. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un vraiment d'accessible. Puis le média, c'est vraiment les 18-40 ans. Donc, c'est mon audience aussi déjà. C'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, que j'ai l'habitude d'interagir, que j'ai l'habitude d'avoir des belles discussions. Donc, ça rend le tout beaucoup plus facile. Et comme j'aime déconstruire des concepts qui peuvent paraître compliqués, des fois, les gens, ils entendent parler de la CNSST, ils sont comme « Non, non, non. C'est pas possible, c'est pas vrai. » Je suis comme « Non, mais attends, c'est super simple. Je te dis, vas-y, fais-le, c'est là pour toi. De toute façon, que tu le veuilles ou non, tu payes. Tu sais, ça fait partie de tes impôts. Fait que, might as well use it if you need it. » Donc, c'est ça que j'aime. Donc, j'écris plus pour 495, quelques articles pour Urbania, mais eux, ils sont dans... Moi, je parle vraiment de tout ce qui est comme gérer sa vie, travail, puis je fais des liens avec l'argent. Donc, qu'est-ce que ça rapporte
d'utiliser les trucs et astuces. Tandis qu'Urbania, c'est un petit peu différent. Donc, quelques articles, mais beaucoup plus à 4,95. OK. Puis justement, tu dis que tu écris beaucoup un peu sur, puis aussi même dans tes posts Instagram, tu parles beaucoup d'équilibre entre vie et travail, que ton travail ne te définit pas en tant que personne, même si on a toute l'habitude de dire « Salut, je m'appelle Roxane, j'ai fait ça dans la vie. » Pourquoi est-ce que tu penses qu'on se met autant cette pression-là? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est comme ça, qu'on se définit par le travail? Tu viens de le dire. La première chose quand tu rencontres quelqu'un, un inconnu, bonjour, je m'appelle Sonia, je suis professionnelle RH. C'est comme, juste après ton nom, c'est ta profession. Donc, les gens sont tellement, tellement, tellement définis par leur profession que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que si ta profession ne te convient plus, qu'est-ce que tu fais? Les gens sont comme en perte d'identité, sont en perte de, ben attends, je suis plus personne. Je parle aussi beaucoup de terminaison d'emploi, congédiement, terminaison d'emploi, reconversion de carrière, parce que ça crée des crises identitaires. Il y a plein de gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Perdre leur emploi était beaucoup plus difficile que de déménager d'un continent à un autre ou que de perdre un membre de leur famille. C'était plus difficile parce qu'ils arrivent le soir, ils sont avec leur partenaire ou ils sont seuls, puis ils se disent « Mais qui je suis maintenant? » Oh mon Dieu. Tu vis un deuil, tu vis un échec, t'as l'impression que t'as des regrets, c'est sûr, là. En tout cas. T'as des regrets, mais c'est surtout quand ton identité passe par qu'est-ce que tu fais, si tu ne fais plus ça, c'est comme si t'es personne. C'est comme si t'es personne. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur ça, tu dois savoir qui tu es et ton travail, puis c'est juste un véhicule. C'est comme... Depuis que je suis maman, j'ai plus de mamans comme clients et comme clientes, de parents comme clients-clientes. Puis je suis comme, t'es pas juste un parent. Comme, il y a quelques temps, t'étais pas parent. T'étais quand même quelqu'un. Tu valais quand même quelque chose. Toute ta vie ne doit pas tourner autour soit de ton ou de tes enfants ou de ton travail ou de ta profession. Ton identité doit passer par autre chose parce que si tu perds ça, tu t'es perdu complètement. Donc, puis est-ce que tu as des trucs, mettons, pour quelqu'un qui vient de perdre sa job là, puis qui est en grosse crise identitaire, qu'est-ce que tu dirais, mettons, à cette personne-là? Déjà, la première chose, c'est de prendre une pause. Le réflexe premier des gens va être de repartir, prendre son CV puis commencer à envoyer son CV. Mais la première chose, c'est de prendre une pause pour réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai été congédiée. Pourquoi est-ce que j'ai eu une terminaison d'emploi? Parce que les raisons de la terminaison d'emploi peuvent te guider sur ton prochain move. Si la terminaison, c'est parce que, il y avait une inadéquation entre toi, ton gestionnaire, ou entre toi et ton organisation, il faut se poser la question, c'était quoi cette inadéquation-là? Pour ne pas reproduire le pattern, parce que sinon, c'est inévitable. Tu vas retourner vers une organisation qui ressemblait, avec un poste qui ressemblait, avec un gestionnaire qui ressemblait, puis tu vas refaire les mêmes erreurs. Si tu as été terminé ou tu as une fin d'emploi parce qu'on juge que ton travail était mal fait, que tu n'étais pas compétent ou qu'il y avait une lacune. Mais c'est quoi le gap entre Sonia performante dans tel rôle et Sonia maintenant? Et travailler sur combler ce gap-là. Mais ça prend du temps. Ça prend de la réflexion, ça prend de s'asseoir et de ne pas replonger directement dans un nouvel emploi. Si tu as été terminé parce que tu rendais jamais tes mandats, tu rendais jamais tes projets, puis toi, tu le sais que c'est parce que fallait toujours que tu ailles chercher ton enfant ou ton enfant était plus malade ou tu étais toujours pris dans le trafic, retourne, tu dois te poser la question, je dois aller vers une organisation qui va me permettre A, B, C, D, E. Et ça, si tu ne prends pas le temps, si tu n'as pas un moment de réflexion, tu vas retomber dans le même pattern et tu vas revenir à un échec. Et les gens, si les gens n'ont pas toujours le courage d'en parler, mais généralement, les gens qui vivent un congédiement en vivent deux. Ils en vivent deux parce que s'ils n'ont pas pris le temps de comme réfléchir, ils retournent rapidement dans le même pattern puis ils revivent le même échec. C'est quand même encore plus dur, tu sais, après. Ouais, après ça, tu te sens vraiment comme si tu... Mon Dieu, 2 échecs pour la même chose, là, ça, c'est comme... Mais c'est là où les gens... Après 2 échecs, c'est là où généralement les gens disent « OK, something might be wrong. » Tu sais, peut-être quelque chose que je dois me poser comme question, mais c'est dommage parce que si tu t'étais posé la question
une première fois, tu n'aurais peut-être pas eu ce deuxième échec-là. Donc, c'est sûr que tu as une terminaison d'emploi ou même toi, tu quittes ton emploi ou tu t'es fait congédier, tu t'es fait terminer, tu as été licencié. Prends un moment pour réfléchir à qu'est-ce que tu veux, qui tu es, pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Ça fait tellement de Puis c'est dans sens. un monde où est-ce qu'on dirait que tout va... Tu sais, il y a du monde qui pourrait voir ça, même voir ça comme un échec de prendre une pause, mais c'est tellement pas un échec. Tu sais, on dirait que le monde va tellement trop vite, faut tout le temps que tu travailles, faut tout le temps que tu sois performant, mais comme, au final, est-ce que c'est mieux de se burn out que juste de prendre une pause de comme un mois pour y réfléchir, tu sais, à un moment donné? Mais c'est parce qu'on est dans une société qui, tu sais, on glorifie beaucoup les gens occupés. C'est comme plus t'es occupé, on dirait que plus t'es cool. Genre, plus ta vie est comme... Mais c'est tellement vrai. Plus t'es occupé. Sauf que moi, ce que je dis, c'est tu dois être occupé à faire des choses qui te fulfill. Fait que moi, par exemple, si je suis pas en mesure de prendre un client, si je suis pas en mesure d'écrire un article, c'est parce que je suis occupée à faire d'autres choses. Puis quand je dis que je suis occupée, je donne pas nécessairement de détails. Moi, je sais que je suis pas toujours occupée avec le travail parce que mon travail ne me définit pas. Je suis occupée peut-être avec mon fils, je suis occupée peut-être avec mon mari, je suis occupée peut-être à juste relaxer, je suis occupée à faire autre chose. Mais on est dans un monde où I'm busy, je suis overbooked, nanana. Ouais, comme... t'as 20 millions de projets. C'est quoi tes prochains projets? Puis là, t'es comme, je peux pas juste relaxer. Netflix and shit, genre, comme tout le temps. Puis je sais pas quand est-ce que c'est devenu peut-être l'arrivée des réseaux sociaux. J'aime bien blâmer les réseaux sociaux pour beaucoup de choses, mais je sais vraiment pas pourquoi c'est devenu le même. Mais c'est vrai qu'il y a comme un sentiment de que faut que tu dises que tu as des projets, faut que tu fasses des choses parce que sinon, on va te considérer comme quelqu'un qui... Paresseux. Ouais, paresseux, ou que t'as pas d'ambition, t'es pas épicurien, mais tu sais, pourtant, cette personne-là, peut-être qui travaille la fin de semaine, peut-être qu'elle va faire de la peinture, elle va faire de la randonnée, tu sais, comme peut-être qu'elle fait plein d'activités, c'est juste qu'elle va pas nécessairement le montrer ou en parler, comme à chaque fois qu'elle se présente. Peut-être qu'elle fait juste rien. C'est correct. C'est comme, je sais pas le malaise qu'on a avec les gens qui font juste rien. Tu sais, c'est comme pas... Puis c'est toi qui payes tes factures. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux. C'est correct, juste rien faire. Et c'est même correct de ne pas être ambitieux. T'es pas obligé de comme vouloir la grosse carrière, le gros... Tu sais, j'en rencontre plein. Je parlais justement d'un avocat avec qui j'ai eu des belles séances il y a quelques semaines. 165 000, 34 ans, les clients, tout est là. Tu te dis, écoute, il est parti pour la gloire. Pourquoi est-ce qu'on se parle? Pourquoi t'as besoin de moi? Pourquoi t'as besoin de moi? Parce qu'il y a quelque chose, parce que, puis je l'adore, moi je trouve ça vraiment intéressant, puis ça fait partie des discussions que j'aime le plus, mais c'est là où tu te rends compte que, ben, l'argent, les clients, t'as tout, mais t'as rien. T'as tout, mais t'as rien. Il te manque ton essence, il te manque ce qui te rend heureux, il te manque ce qui va faire en sorte que le matin, tu vas être contente de faire ce que tu fais. Puis ça, c'est super important. Puis les gens, on se pose pas la question. Surtout, vingtaine, trentaine, c'est comme, tu dois pomper, mais après, si c'est pas ça qui te fulfill, si c'est pas ça qui te rend heureux, si c'est pas ça qui te rend complet, tu passes à côté de quelque chose. Ouais, mais justement, je me demande, tu sais, en ce moment, le burn-out chez les jeunes, c'est vraiment... OK, les jeunes, c'est quoi les jeunes? On va définir ça, les milléniaux. Mais en ce moment, c'est vraiment quelque chose d'assez commun, tu sais. On dirait que burn-out, dépression, etc., c'est à l'emploi, c'est devenu tellement présent que je me demande pourquoi soudainement, tu sais, oui, peut-être les réseaux sociaux, là, mais peut-être parce qu'on veut justement, je dirais pas brag, là, mais tu sais, on veut montrer aux gens qu'on fait quelque chose, mais à part de ça, tu sais, je pense pas que les employeurs, c'est vraiment eux qui mettent la pression sur les employés de nos jours, donc je me demande. Mais c'est pas soudain. Déjà, je me souviens très bien, en 2009, quand j'étais en train de faire mon bac, on parlait déjà on était déjà en train de parler de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est soudain. La génération des milléniaux que nous faisons partie est une génération qui est plus riche, contrairement à ce que les gens pensaient,
que la génération X et Y. Donc, la génération des milléniaux produisent beaucoup, sont plus productifs et c'est pas sans conséquence. Donc, on est content de dire que la génération des milléniaux, il y a plus de millionnaires dans notre génération qu'il y en avait au même âge pour la génération X. Mais ça, c'est pas du tout sans conséquence. Puis je crois, à mon avis, que ça passe beaucoup par une culture de la performance. Puis je dis ça, moi-même, je me laisse, c'est très facile de tomber là-dedans. C'est-à-dire, comme je suis une personne qui est de nature overachiever, si je ne me mets pas des freins, si je ne me ramène pas, je vais me pousser, je vais me pousser, je vais me pousser, je vais être capable d'en faire plus, je suis capable d'en faire plus, je suis capable d'en faire plus. Donc, on doit toujours se ramener. C'est clair pour moi aussi que les réseaux sociaux ont à voir là-dedans. Quand personne voit, c'est moins cool. Ouais. Quand tout le Ou monde tu l'as pas fait. Ça veut dire que tu l'as pas fait. On est comme FOMO de tout, là. Ouais. On veut montrer tout, on veut faire tout. Fait que c'est sûr que les réseaux sociaux aussi ont à voir là-dedans. Tu sais, on parle d'une personne sur 3 entre 18 et 35 ans qui a eu un arrêt maladie. Parce qu'on parle énorme. C'est énorme. C'est énorme. On parle de burn-out, mais en fait, le burn-out, c'est l'appellation professionnelle qu'on appelle, mais le burn-out, c'est pas une maladie qui existe. Donc, c'est la dépression. Donc, une personne sur 3 va avoir une dépression. Puis, parmi une personne sur 3-là, il y en a une sur 2 qui va en avoir une deuxième. Donc, le coût à ça, c'est phénoménal. C'est-à-dire, on veut être très productif et nous, on travaille beaucoup pour produire. À l'inverse, ça coûte extrêmement cher de notre vie, mais aussi en termes d'argent. On parle de 50 milliards au Canada que ça va coûter en santé mentale. C'est phénoménal. Moi, ça me fait tomber à la renverse. Et tout ça parce qu'on est comme pas capable de s'arrêter. Ouais, on est très Est-ce que tu penses que les employeurs peuvent faire quelque chose ou est-ce que tu penses que c'est comme la société puis les gens qui doivent changer leur façon de penser? C'est jusqu'à quel point un employeur peut faire changer cette mentalité-là chez des gens qui sont déjà habitués de vouloir performer à 100%, mettons? Moi, je pense que c'est une responsabilité qui est individuelle. C'est trop facile de dire l'employeur. Puis, prenez-vous comme exemple. Puis là, moi, je ne vous connais pas dans le milieu professionnel, mais prenez-vous, par exemple, si on peut te donner un mandat de plus parce que tu le sais qu'à la fin, tu vas avoir un bonus de plus, on peut te donner... Puis que tu dois sacrifier une soirée. Tu sais, genre, sacrifier juste une soirée par mois. Ouais. C'est pas la fin du monde. Mais c'est comme ça que ça commence. Fait que tu commences par des petits sacrifices. Tu commences par des... Et on finit par se dire, ben non, mais moi, je veux le faire. Puis je vais shiner. Et on aime shiner. Puis on dit, oh my God, Lovely, voici ce qu'elle a fait. Roxane, voici ce qu'elle a fait. Puis on finit par shiner devant les autres. Ça nous donne une adrénaline. Ça nous donne un high qui nous pousse à reproduire le même cycle. On est juste humain. Donc, on aime shiner, on aime être bon, on aime... Et c'est nous-mêmes aussi on doit se mettre ce frein-là. On doit individuellement réaliser que, OK, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Puis moi, je parle beaucoup d'argent. J'aime beaucoup parler d'argent. Au Québec, on n'aime pas beaucoup parler d'argent. Moi, j'aime ça. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un au Québec qui dit « J'aime parler d'argent. » J'adore parler d'argent. J'adore poser la question aux gens. Si tu avais 10 000 de plus, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, ça c'est des petites graines, ça. Non, mais je veux dire, si demain, tu as 10 000 de plus, déjà, il y en a 4 000 qui s'en vont dans l'impôt. Il t'en reste 6 000. Wow, OK. Déjà en partant. Du 6 000 qui te reste, je suis prête à te garantir que tu vas en dépenser 4 000 dans des niaiseries. Absolument. Dans des niaiseries. Le nouveau iPhone, l'Apple Watch, aller manger plus au resto, dans des choses qui, à la fin de l'année, hey, je l'ai mis où cet argent-là? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas vouloir? 10 000 de plus. Ouais. C'est fou, hein? C'est un cycle. On n'est jamais content. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait et c'est un cycle incessant. On dit, selon les études, le salaire
où après, le niveau de bonheur n'augmente plus parce que, ben oui, le niveau de bonheur augmente. Si tu fais 40 000, c'est sûr que si tu fais 45, 50, ça va augmenter ton bonheur. Ouais. Quand c'est sûr que si tu fais 75, ça va augmenter ton bonheur. On dit que c'est 115 000 ou 70 000 euros, 115 000 OK. À partir de 115 000 l'incrémental de salaire que tu fais n'augmente pas ton niveau de bonheur. Tu tombes dans ce qu'on appelle des problèmes de riches. Ah! T'en veux toujours plus, t'es jamais satisfait. Non, puis tu te compares plus avec des gens below. Après, tu te compares avec des gens qui font 200 000, qui font 250 000, qui font 300 000. Tu es rendu dans ce milieu-là. Ah, Ouais, puis j'imagine que, tu sais, quand t'es rendu à faire 115 000, c'est parce que ça fait un bout quand même que t'es capable de répondre à tous tes besoins de base. Fait qu'après, c'est juste que ton salaire de plus, c'est tout le temps pour être plus matérialiste un peu. Fait à quel point ça te rend plus heureux, comme tu dis, à un moment donné, ça a plus vraiment d'impact. Oui, puis à quel point tu as besoin de choses. Sérieusement, pour vrai, là, comme pour vrai, là, je suis satisfaite avec tellement rien. Des fois, là, ça aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais tu sais, j'habite dans le même appartement depuis vraiment longtemps, puis tu sais, j'ai vraiment les trucs de base, tu sais, puis mettons, le monde va me dire, ouais, mais t'as-tu le goût de déménager? Je sais pas, t'as pas envie d'acheter un condo, t'as pas envie d'acheter une maison, puis je suis comme, non, je suis super bien où est-ce que je suis dans mon appartement, tu sais. Ils sont comme, c'est comme si je suis bizarre de pas vouloir plus, de pas vouloir nécessairement être propriétaire. Mais moi, j'aime poser la question aux gens, puis c'est bien, c'est bien, mais pourquoi tu veux acheter? C'est ça, c'est vraiment ça. Ou pourquoi tu veux que Pourquoi tu veux plus gros? que je développe, tu sais, pourquoi moi? Tu veux me voir acheter quelque chose. Gros? Comme pour s'acheter plus de choses? Tu sais, je veux dire, des grandes maisons, puis je pense à l'immense maison de mes parents, 6 chambres, 2 salons, c'est big, c'est big. C'est un gros entrepôt. Exactement. Ça fait, tu travailles beaucoup pour stocker des beaux bibelots. Des belles photos. C'est super beau. Puis c'est correct si c'est ça que les gens veulent. Puis moi, je dis pas, puis je dis pas qu'un jour on va pas vouloir faire ça. Je dis pas qu'un jour on peut tous changer d'idée. Mais je fais juste dire, si tu hypothèques ta santé mentale, tu hypothèques des moments de qualité avec des gens que tu aimes, tu hypothèques une paix d'esprit, tu travailles plus pour quelque chose qui ultimement ne t'apporte rien. Pose-toi juste les bonnes questions. Exactement. J'aime tellement comment tu l'as verbalisé. C'est exactement ça. Je comprends pas, comme, c'est vraiment du paraître. Moi, j'appelle ça le paraître. Puis, je comprends pas cette volonté à vouloir tout le temps juste dire aux gens que t'es quelque chose. Mais tu sais, au fond de toi, tu le sais, là. J'en ai tellement entendu parler des histoires de comme, tu rencontres quelqu'un, la première chose qu'il va dire, c'est « Ouais, je suis propriétaire d'un condo, d'un bloc à 6 logements. » Puis, tu sais, finalement, après ça, tu parles avec le monde, puis tu réalises que soit qu'il est endetté, puis qu'il est écœuré, parce que finalement, il réalise qu'il est esclave de sa propriété, tu sais. Puis c'est juste là que je me dis, mais pourquoi les gens disent pas les vraies affaires? Tu sais, c'est correct que finalement, tu veux juste être propriétaire de ton logement, tu sais. On a tous des objectifs différents. Faut pas essayer de copier les autres juste pour avoir de l'air plus nice comme les autres, à un moment donné. Surtout si pour arriver à ça, tu dois travailler plus. C'est que pour moi, c'est comme, il faut juste se ramener à une forme de réalité puis de se dire, OK, le labeur que je mets, est-ce que ça équivaut en niveau de bonheur? Si pour toi, le labeur que tu fais durant la semaine, durant le week-end, ça t'apporte ce bonheur incrémental-là, tant mieux. Mais si tu te rends compte que ça ne t'apporte plus, au contraire que ça te nuit, que tu comprends pas pourquoi tu le fais, que tu es rendu dans une forme d'automatisme, ben alors, pose-toi simplement les bonnes questions. C'est vraiment ça. Hein, comme plus tu parles, puis je réalise que comme tout est une question de se poser, de prendre le temps de s'analyser qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qui qu'on veut être, qui qu'on veut devenir. Parce que même ça peut changer tout le temps. Enfin, on doit toujours se poser cette question-là, je pense. Mais puis aussi comprendre l'argent, je pense que c'est un atout, tu sais. Mais parce que c'est une belle réflexion qu'on vient d'avoir là. Tu sais, tantôt, on parlait de burn-out et tout. Moi, je me demande, tu sais, que, comme tu disais, à un moment donné, c'est la responsabilité, tu sais, de chacun d'être capable de dire non, puis tu sais, c'est pas que l'entreprise qui peut, mettons, qui peut t'aider là-dedans, si je peux dire ça.
Est-ce que tu penses que les collègues de travail peuvent faire une différence? Parce que, tu sais, dans la dernière année, je connais quand même beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out ou des dépressions, puis veulent pas, ben, on a tous un peu travaillé à distance, bon, ceux qui le pouvaient. Fait que est-ce que tu penses que ça a pu avoir un impact, mettons? Ouais, ben, Hmm. j'ai écrit un article sur justement le poids que les collègues peuvent avoir sur la santé mentale ou euh, pour lever des flags, soit en mesure de Ouais, lever des flags à des collègues. Je trouve que c'est une très grande responsabilité de donner ça à des collègues. c'est vrai. Moi, étant collègue, j'ai mes propres issues, j'ai mon propre poids, j'ai ma propre vie et j'ai pas l'affinité ou l'amour propre pour mes collègues que je l'ai pour d'autres choses dans ma vie. Donc, je Hmm. trouve que c'est un poids, un lourd poids à donner. Par contre, c'est sûr que s'il y a un collègue particulièrement avec qui on s'entend bien ou avec qui on se rend compte qu'il envoie des courriels tard le soir, Ouais. qu'il est plus épuisé, justement, dans cet article-là, je donne des trucs et astuces sur comment aborder cette personne-là. Tout dépend du Mhm. niveau de relation que vous avez avec la personne, des tentatives que vous pouvez faire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, justement, de parler directement avec la personne, mais d'en glisser un mot au gestionnaire aussi, ça peut aider. De dire, écoute, j'ai remarqué qu'elle semble un petit peu plus fatiguée, c'est pas, je m'inquiète un petit peu pour elle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu me proposes de l'aborder directement? Est-ce que tu aimerais lui en parler pour voir Ouais. justement comment est-ce que le gestionnaire va vouloir aborder ça. Peut-être que lui aussi, il va s'être rendu compte que, écoute, elle a l'air beaucoup plus fatiguée qu'à la normale, ça a l'air beaucoup plus lourd, puis ça sera en mesure justement de pouvoir soutenir l'employé dans cette période-là. Hmm. Tu sais, tantôt, quand je disais, c'est la responsabilité des employés Ouais. de prendre en charge leur santé mentale. Ça ne veut pas du tout dire, puis je voudrais pas que les gens pensent que c'est ce que ça veut dire, que l'employeur n'a pas une responsabilité. Les Non. employeurs ont une très grande responsabilité dans la charge de travail qu'ils attribuent à leurs employés. Ils ont une très grande responsabilité dans... Ils ont il y a un poids. Ouais. L'employeur a un pouvoir sur l'employé. Fait que si tu Ouais. lui donnes des mandats, oui, il va dire oui parce qu'il veut pas faire sa job, parce qu'il aime sa job, parce qu'il aime ses collègues, parce que... Fait que c'est à l'employeur aussi à dire, ben là, je sens que t'es Mhm. arrivé au bout. Je sens que t'es arrivé à un trop-plein, puis à faire ce pont-là. Mais chaque individu doit être vrai avec lui-même. S'il sait qu'il donne son 100%, s'il sait qu'il est adéquat dans son rôle, s'il sait qu'il est bon dans ce qu'il fait, il n'y a pas de mal à dire, écoute, là, je te le dis, là, Roxane, j'arrive au bout. Tu sais, je peux plus en prendre. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide là-dedans. Justement, c'était ma prochaine question. Comment le dire ou comment apprendre à dire, comment dire non au travail sans que ça ait l'air d'être juste parce que comme c'est pas que tu veux pas, c'est juste que comme t'es rendu là, Des tu, faits, qu'est-ce que t'as dit? des faits. Des faits? Ah Tu ouais? sais, amène, amène, Ah. qu'est-ce que tu fais? Tu sais, parce que Mm. si ton employeur, lui, ou ton gestionnaire, ou les membres de ton équipe, il y a un nouveau projet, puis là, on veut te le donner à toi. Tu sais, c'est à toi à lever à le faire, mais toi, tu le sais que tu arrives à un trou plein. Explique juste qu'est-ce que tu fais. Voici Mm. tous les projets sur lesquels je suis. Voici Mhm. le temps que ça me prend. Voici l'énergie que ça me prend. Et by the way, je suis psychologiquement plus épuisée, plus fatiguée. Je suis pas en mesure présentement de le prendre. C'est pas parce que je veux pas, Wow. c'est parce que je ne peux pas. Ah, l'erreur que les gens font, c'est juste d'arriver puis de dire, je suis plus capable, Non! Tellement. je suis plus C'est vrai. capable. What do you mean, je suis plus capable? Tu sais, je te paye pour faire ce travail. Réaction Mhm. typique, normale d'un employeur. Je te paye pour faire ça. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Je suis plus capable. Donc, il y a probablement plein de choses que tu es en train de faire que ton employeur n'a aucune idée. Il ne sait pas que tu es en train de le faire, c'est pour le bien de l'entreprise, ça prend du temps, puis donc tu dois lui dire. La plus belle chose qu'il puisse se dire, c'est de dire, OK, je comprends, c'est vrai, je vais le donner à quelqu'un d'autre, ou de te Mhm. dire, tu sais quoi, dans toute cette liste-là, by the way, là, point 3, 4, 5, pas besoin, hein. Ouais. Tu sais, je veux dire, pas nécessaire maintenant. Donc, d'arriver avec des faits, d'arriver préparé et oui, on a tous des émotions, puis on doit verbaliser ses émotions, mais de ne pas être émotionnel, de ne pas être trop émotionnel, Ouais. d'arriver vraiment, tu sais, voici ma réalité. Tu sais, Ouais. c'est pas moi qui le prends mal, c'est pas moi qui, c'est vraiment ça ma réalité. Ouais.
c'est tellement une bonne façon de verbaliser les choses. Comme ça, l'employeur sent pas que tu te plains aussi, tu sais, que tu pointes du doigt que c'est de sa faute, ta l'impression d'avoir trop de travail à faire, mais aussi en même temps, amener des faits, il n'y a rien de plus lourd que des faits, là, tu sais, tu peux pas Mhm. contrer ça, là, c'est ça que je fais. Fait que, wow, merci, bonne... Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce qu'il y en a là, des entreprises qui glorifient le fait de travailler jusqu'à 10 heures le soir, puis que si quelqu'un dit t'en fais pas assez, ben ton gestionnaire peut dire mais moi j'en fais autant, fait que pourquoi toi tu serais pas capable d'en faire autant? T'sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de situation-là? Oui, tu sais, ça arrive et puis ça va continuer d'arriver. Euh, Mhm. Moi, la première chose que je dis, c'est qu'en tant qu'employé, le seul leverage ou le seul avantage que tu as, c'est de décider qui tu vas aider à s'enrichir. Donc, Hmm. choisis intelligemment. C'est à toi à décider. Si tu te rends compte que tu travailles dans une organisation où la culture est toxique, tu as tout Ouais. essayé, tu as dit c'est trop. Moi, je travaille pas le soir. 5h30, c'est terminé. C'est comme Ouais. l'autre partie de ma vie commence à Ouais. 5h31. Donc, si tu as déjà fait ces tentatives-là, si tu as été productif, tu as bien travaillé, tu aimais l'entreprise, ça n'a rien donné, toi, tu as le choix d'aller décider qui tu vas aider à s'enrichir. Va chercher ailleurs. Cherche une culture qui te ressemble plus. Cherche une organisation qui a des valeurs qui te ressemblent. Cherche une culture d'entreprise qui va valoriser ce que toi, tu valorises. Tu vas être Mhm. juste plus heureux. À un moment donné aussi, après certaines tentatives, après des démarches, on fait des choix pour nous. On a la Mm. chance d'être dans un pays, d'être dans une province où l'économie va bien, Mhm. où les organisations vont bien, où on est dans une économie de croissance. Donc, on a la possibilité de choisir. Si on était dans un pays où le taux de chômage était de 15, 20, 30 on n'aurait pas ce luxe. On fermerait nos Ouais. bouches, puis on ferait qu'est-ce qu'on nous dit de faire parce que on ne veut pas tomber sur la personne sur 4 qui ne travaille pas ou la personne sur 3 qui ne travaille pas. Mais Mhm. c'est pas notre cas présentement. Donc, il faut saisir cette opportunité-là, justement, pour faire des choses qui nous plaisent dans une organisation qui nous anime. Ouais. De toute façon, c'est une vieille mentalité aussi, je trouve, pour une entreprise de dire genre, faut que tu travailles jusqu'à 9 heures. Je veux dire, je connais personne. Tu sais, on n'est plus de même. Comme on dirait que notre génération, puis ceux en dessous, on est plus comme, ben moi, je veux travailler de où je veux dans le monde. Je veux faire ci, je veux avoir une bonne équilibre. Tu sais, oui, c'est sûr que c'est encore dur de se mettre dans la tête que comme c'est correct de pas travailler justement aussi tard, mais je trouve que c'est quand même, c'est beaucoup d'entreprises qui pensent comme ça qu'il va falloir qu'ils s'ajustent parce qu'ils vont avoir Ouais, vraiment de la misère pour avoir un gros taux de roulement d'employés. Là, ça marche pas à un moment donné. ouais, je pense que les méthodes traditionnelles en ce moment, c'est... En tout cas, les entreprises qui veulent continuer à garder les méthodes traditionnelles, c'est eux qui se tirent vraiment une balle dans le pied parce que spécialement la nouvelle génération, c'est vraiment du monde qui est comme... C'est comme ils sont plus comme nos parents, là, qu'il y avait la fidélité. Moi, je suis pas heureux demain. Bye-bye! Genre, Ben puis... ouais. Mais even us, I mean, la seule personne à qui je suis fidèle, c'est mon chum dans la vie. That's it. Le reste, Voilà. le reste, je suis fidèle à moi-même et c'est tout. Je veux dire, et ça veut pas dire que pour n'importe quelle entreprise pour laquelle je vais travailler, je vais pas donner mon 100%. Ben Ben non, c'est non. ça. Tu donnes ton 100%, tu donnes tout. Mais à un moment donné, si ça ne me convient plus, si on est dans une relation qui devient conflictuelle, si ça devient un environnement qui est toxique pour moi, puis Mm. une entreprise au jour 1, pour moi, à Sonia au jour 1, ça peut être une chose. On évolue. Ça se peut que dans 3 ans, moi, je Tellement. suis à une autre place. Ouais. L'entreprise est la même que quand j'ai commencé. Ils n'ont pas changé, mais moi, j'ai changé. Ouais. Moi, j'ai évolué. Donc, les milieux dans lesquels je vais vouloir continuer à travailler aussi vont évoluer. C'est correct. Ouais, Mhm. justement, ça me fait penser à une autre question parce que, tu sais, OK. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a très longtemps, Ben là. dans ce temps-là, quand j'avais à peu près 16 ans, c'était vraiment mal vu sur un CV que tu avais changé de job après 1 an ou après 2 ans. Sachant maintenant que c'est plus tant comme ça, est-ce que je me demande si ça devrait être quand même quelque chose qu'on fait attention, tu devrais quand même rester dans une entreprise minimum 2, 3 ans, juste pour montrer que t'es quelqu'un quand même de fidèle, qui prend le temps, genre de Ouais. donner tout ce qu'il y a, ou maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance. Non, ce serait faux, pardon, de dire que ça n'a aucune importance à quoi ton CV ressemble. C'est OK. faux. Par contre, il y a deux choses. La première, c'est que si tu changes, tu fais 3 entreprises en 3 ans, le problème, c'est toi.
Le problème, c'est que toi, tu dois te poser les bonnes questions. Mm. Tu dois t'asseoir puis réfléchir à qu'est-ce que tu veux réellement. Ça veut dire que 3 fois dans 3 années, tu as fait des mauvais choix. 3 fois dans 3 années, tu t'es pas posé la question. T'as jamais fait de la réflexion et t'as certainement pas pris une séance avec moi parce que je t'aurais pas laissé faire 3 fois la première fois. Donc, pour moi, ça, c'est révélateur. Est-ce que je te dirais de rester dans une entreprise pour laquelle tu te sens pas bien, tu te lèves le matin, tu as envie de vomir? Jamais. Jamais. Et je vais te ramener au premier point que j'ai dit de faire un exercice de bien réfléchir à qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour être sur une vitesse de croisière dans une organisation, ça prend à peu près 1 an. Pour connaître les mœurs, pour bien connaître la culture, pour bien connaître ton travail, ça prend à peu près 1 an. Si tu quittes après 1 an, c'est là où tu allais commencer à prendre ton envol. Donc, pour ceux qui ne détestent pas leur emploi, mais qui sont pas sûrs, je dis, give it a shot, give it another 6 months, vois comment tu te sens, parce que là, tu vas commencer à prendre ta vitesse de croisière. Puis après, tu pourras juger. Après, tu pourras voir si tu avais bien fait le travail de qu'est-ce que je veux réellement, est-ce que c'est une organisation qui me convient, est-ce que c'est... Ça fait toutes ces réflexions-là, pose-toi bien la question. Donc, c'est ça. Puis, se poser la question et un environnement qui nous convient, ça inclut, est-ce que les mesures de flexibilité qu'il propose me conviennent? Est-ce que ça prend 1 heure me rendre au travail? Si c'est ça, c'est pas ma job de rêve. Même si j'aime les tâches, 1 heure de transport pour te rendre au travail, c'est pas un emploi de rêve. Dans 1 an, ça va te faire chier. Si tu as un enfant, ça va être impossible. Donc, quand on dit l'emploi de rêve, la job de rêve, oui, c'est les fonctions, oui, c'est les tâches, mais c'est le gestionnaire, la culture d'entreprise, les mesures de flexibilité, la distance pour aller au travail, c'est tout ça. Ça comprend tous ces éléments-là et tous se valent. Des fois, ça peut être dur à gérer, par contre. Mettons que tu trouves une entreprise puis ils te font full miroiter une belle mission d'entreprise puis une belle culture puis t'arrives là puis au bout d'un an, tu te rends compte que tout le monde s'haït puis tout. Ben là, à un moment donné, je pense pas que dans ces cas-là, c'est toi, mettons, le problème, mais à quel point ça arrive tout le temps aussi, là, à un moment donné. Ben, en fait, ça peut t'arriver 1 fois, ça peut même t'arriver 2 fois. Mais que ça t'arrive 3 fois en 3 ans, quand on parle de culture d'entreprise, la première chose que tout le monde devrait aller regarder, c'est qu'est-ce que les gens disent de cette entreprise sur Internet. Vive Glassdoor pour vrai pour ce genre d'affaires-là. Et comme, va sur Glassdoor, va regarder qu'est-ce que les gens disent. Va voir les reviews sur Google. Va regarder ce que les gens disent. People don't lie. Si c'est 1 ou 2 reviews, 1 ou 2 choses, ok, peut-être. Mais si c'est comme, tu vois qu'il y a des dizaines de milliers, puis sur Glassdoor, les grandes entreprises, ils ont vraiment beaucoup de reviews. Je me souviens, j'ai une de mes très bonnes amies qui allait travailler pour une entreprise Fortune 500. Elle est allée sur Glassdoor, elle m'a dit, mon Dieu, Sonia, c'est désastreux, mais le rôle, and the pay. Puis je suis comme, girl, tu vas le détester, je te donne 8 mois. Tu sais, j'ai dit. Elle est arrivée, au bout de 2 semaines, c'était exactement ce que les gens avaient dit. Oh non. Donc, il ne faut pas se laisser amadouer, puis on peut pas en avoir 1 fois, correct. Par le salaire, par les conditions, si on sait qu'après, la culture ne va pas nous convenir. C'est vrai que comme on est en 2021, il y a des moyens pour savoir si la personne te ment ou non dans ton entrevue en te disant que c'est la meilleure entreprise du monde. Tellement. C'est tellement déchirant, tu sais, tout l'effort d'avoir trouvé de la job, là, t'es convaincu que comme t'es enfin à la bonne place, là, c'est vraiment un break-up, genre, je considère ça comme un break-up. La discrimination au travail, c'est quand même quelque chose qui est encore très là, puis je pense même que ça va rester tout le temps, mais spécialement, je vais parler surtout plus pour moi, parce que, tu sais, en tant que personne noire, j'en ai eu de la discrimination, ou en tout cas, senti. Puis, je sais que chez les Noirs, j'ai souvent entendu parler d'histoires comme quoi que la personne n'a pas été engagée parce que ses cheveux étaient crépus, ou son apparence avait l'air de quelqu'un qui vient d'un milieu de gang de rue. Fait que même si les compétences sur papier puis en entrevue, c'est impeccable, mais parce que ton apparence a l'air d'une apparence
stéréotypiques de ce qu'on entend, des préjugés qu'on entend sur l'ethnie en soi, ben ça se peut que t'aies pas la job juste pour ça. Quand ça arrive, toi, comment tu conseillerais la personne pour le dénoncer? T'sais, comment dénoncer cette action-là? Que ce soit aussi des fois, pour vrai, moi, j'ai déjà vécu une espèce de discrimination, mais j'avais l'impression que c'était naïf, là. C'était pas que dans ses mots, dans sa façon de dire les choses, je réalisais pas que c'était très discriminatoire, son discours. Comment, des fois, mettons, comment je pourrais un peu le dénoncer, ou faire voir que ça, c'est pas nécessairement correct, mais sans avoir l'air de, comme, la personne qui veut rentrer dans la gestionnaire, exemple, ou avoir l'air de quelqu'un qui veut créer un drame. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Ben, je pense que déjà, la première chose, même avant d'en arriver là, c'est de savoir qu'on a tous des biais. Tous. Oui, absolument. Tout le monde a des biais. Tout le monde a des biais inconscients aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un biais inconscient, en fait, notre cerveau, chaque jour, traite des millions d'informations. Donc, pour nous aider à traiter ces millions d'informations-là, notre cerveau, il a des biais, positifs ou négatifs. Fait qu'il voit une voiture, inconsciemment, il va se dire « traverse pas, tu vas pas traverser ». Donc, ce sont ces mêmes biais qui existent dans le milieu du travail. Donc, quand une personne voit une personne qui est différente, dans sa tête, même de façon inconsciente, parce que pour elle, des cheveux lisses, une peau claire, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui lui ressemble, mais tout le reste va être traité comme un biais conscient. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, sachant cette information-là, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important de ne pas être tolérant par rapport à ça. Puis ça veut pas dire créer un drame. Ouais, Ça veut juste dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut juste dire être vrai par rapport à qui nous sommes. Et ça peut permettre à une personne qui a fait de la discrimination à cause de biens conscients d'en prendre conscience. Ouais, si on ne le dit pas, ben les gens peuvent continuer à rester dans leur même réflexion, dans leur même thinking sans le savoir. Donc, s'il y a des choses qui sont vraiment très apparentes, c'est de poser la question, ben, pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là? Quel est le lien avec, par exemple, le rôle, ou quel est le lien avec l'entrevue, ou quel est le lien avec le poste? Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas avoir le rôle? Probablement pas. Mais au moins, tu vas avoir steppé up pour toi-même, steppé up pour qui tu es, pour ce que tu représentes. Après ça, bien sûr qu'il y a toutes sortes de recours qui existent, notamment à la CNSST. Donc, on peut porter plainte pour discrimination à l'embauche, absolument. Donc, même pas. Oui, si une personne est convaincue que c'est, par exemple, le plus typique, discriminer des gens qui sont soit enceintes ou avec des enfants, parce que tu dis, écoute, son kid va toujours être malade, nanana, il faut porter plainte. C'est pas facile à prouver, ça c'est sûr. C'est complexe, mais ça se fait. C'est possible de le faire. Donc, il y a ces recours justement-là qui existent. La Charte des droits et libertés contraint les employeurs à ne pas discriminer justement en fonction de l'appartenance religieuse, de la couleur de peau, etc. Donc, il y a ces recours qui existent, mais c'est pas facile. Ça doit être au moins un an de procédures, oui, même des procédures beaucoup plus, même des cas beaucoup plus flagrants, ça peut être long, mais moi, je pense que le feu en vaut la chandelle. Pour les prochaines personnes qui vont passer Pour les prochaines personnes. Et même si tu décides de ne pas porter plainte, au moins que la personne en prenne conscience. Pourquoi tu me demandes si j'ai des enfants? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si je suis en couple, si je suis mariée? Qu'est-ce que ça change où je vis? C'est con, mais tu vis où, toi? T'es-tu loin d'ici? Est-ce que t'es loin de... Si moi, j'ai appliqué... Moi, il n'y a pas mon adresse sur mon CV, par exemple. Ah ouais? Il n'y a pas mon adresse sur mon CV parce que qu'est-ce que mon adresse va changer? Tellement, c'est vrai. À part que tu regardes puis que tu juges que c'est trop loin ou que je vis dans un quartier qui, pour toi, est comme...
Tu te dis, ah, elle vit là, ça veut peut-être dire là, ah, elle vit à Outremont, ok, elle vit à Montréal-Nord, qui vit à Rosemont, ok. Donc, tout le monde a toutes sortes de biais. Donc, moi, je retire tout ce qui est pas nécessaire, tout ce qui n'a pas une plus-value, j'ai pas besoin de le mettre. OK. J'aime vraiment ça. Tout dans le fond qui pourrait porter à ce que quelqu'un a un préjugé ou tout de suite à quelque chose qui va se braquer parce qu'il va essayer de te juger, tu l'enlèverais de ton CV. Exact. De toute façon, tu sais, comme tu disais, faut pas se gêner aussi pour le dire, là, si la personne a fait un call vraiment déplacé sur, tu sais, whatever, que ce soit discriminatoire d'une quelconque façon. De toute façon, à this point, si la personne a passé ce commentaire-là, je pense pas que tu vas aller travailler pour elle. Fait que gêne-toi donc pas pour y dire. T'sais, de toute façon, comme tu dis, peut-être que c'est inconsciemment. Si c'est inconsciemment, tant mieux, tu vas juste faire réagir la personne. Puis si c'était conscient que genre c'était voulu qu'elle te pique de même sur un sujet comme ça, ben fais-y savoir que comme ça marche pas puis que tu te laisses pas faire, là, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est ça qui est dommage. Ça m'est déjà arrivé, puis c'est que des fois, tu le sais que c'est pas nécessairement c'est la gestionnaire de parmi, mettons, peut-être 10 dans cette équipe-là, puis c'est peut-être cette gestionnaire-là qui a passé ton entrevue, qui a des biens conscients, puis là, t'es comme... Mais tu sais, c'est des commentaires qui sont... que tu peux pas laisser ça passer, ou tu te dis impossible que je travaille avec cette personne-là, mais c'est dommage parce que cette personne-là, comme va perdre peut-être une opportunité de travailler avec quelqu'un qui va être un atout pour l'entreprise, mais toi aussi, tu vas perdre l'opportunité de travailler peut-être pour une entreprise qui était vraiment faite pour toi, juste parce que cette personne-là t'a fait passer une entrevue, t'a fait montrer, t'a donné une vision de l'entreprise qui a pas l'air agréable, tu sais. C'est ça qui est plate. Mais si il y a ce type de personne-là dans l'entreprise, je pense pas que c'est une entreprise pour toi. Ouais. Donc, tu passes à côté de rien. Tu perds rien. Même si le poste pouvait sembler vraiment intéressant, même si je ne pense pas que tu passes à côté de quelque chose, parce que tu allais, même si tu allais rentrer, tu allais peut-être vivre d'autres formes de discrimination pour des promotions, pour des rôles, Donc, je pense que, faut pas minimiser Puis ça, c'est d'autres éléments culturels qu'il faut considérer, qui des fois, on veut tellement un poste, on veut tellement un emploi qu'on fait fi de tout ça. Mais tu les as, les preuves qui te démontrent que cet environnement-là n'est pas fait pour toi. Tu as des commentaires de la part de gens qui sont discriminatoires en entrevue. Fait à part les call-out, puis dire très clairement ou écrire un courriel pour dire « Voici comment je me suis sentie ». Après l'entrevue, si tu le sais que tu le veux pas, t'as rien à gagner à les flatter dans le sens du poil. C'est vrai. Est-ce que, tu sais, on parle, mettons, d'une personne pendant une entrevue qui peut faire de la discrimination à la personne qui passe l'entrevue, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de le contraire? Tu sais, de passer quelqu'un en entrevue puis que quelqu'un en entrevue ait un préjugé quelconque ou te passe un drôle de commentaire que t'es comme... Non, mon ami. Non, ça m'est jamais arrivé. Mon Dieu, je mentirais, ça m'est jamais arrivé. Par contre, en tant qu'intervieweur, en tant que recruteur, en tant que personne qui a fait de l'acquisition de talent, oui, ça m'arrive d'avoir des biais. Puis ça, je pense que c'est important de le spécifier aussi parce que les professionnels RH qui disent qu'ils n'ont pas de biais ou qui disent qu'ils sont 100% neutres, ça n'existe pas. Comme n'importe quel humain. Puis pour moi, le plus important, c'est d'être encore plus au courant, être encore plus au fait de ses propres biais pour être en mesure de les minimiser le plus possible. Ouais. Donc, tes biais quand tu es en entrevue ou tes biais quand tu es dans un processus de recrutement, toi aussi, il y a personne qui va me dire qu'il a jamais vu quelqu'un passer dans la rue et qui s'est dit « Oh my God, il a l'air louche. » Tout le temps. Malheureusement, j'ai juste peur de tout. Alors, à partir du moment où tu as déjà eu ça, tu as des biens conscients. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est louche? Il marche dans la rue. Il t'a pas touché, il t'a pas parlé, Donc, il faut être conscient justement de ces biais-là pour être en mesure de les minimiser puis d'être le plus neutre possible, justement. Ouais. Ça doit être justement très difficile pour les RH ou quelqu'un, tu sais, un employeur de... On se met à 2. OK. On se met à 2. Donc, l'idéal dans un processus puis vous regarderez la prochaine fois que vous ferez des entrevues, c'est d'être 2 personnes. Parce que le fait d'avoir 2... Et c'est pour ça qu'il y a généralement 2 personnes qui font l'entrevue, puis il y a au moins 2 entrevues.
Ouais. Plus, à chaque fois qu'il y a une autre personne qui est impliquée, oui, ces billets embarquent, là, ces billets viennent, mais viennent canceller des billets potentiels d'autres personnes. Puis on finit par en arriver à une forme de neutralité le plus possible. Donc, moi, j'adore faire l'entrevue avec l'autre personne parce que je suis en mesure de pouvoir parler de ma perception. Quand la personne, elle a dit ça dans l'entrevue, écoute, voici ce que j'ai compris. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle réagirait. Ah, non, tu vois, moi, voici comment est-ce que je l'ai perçu, patati patata. Donc, c'est super important, justement, d'être à plusieurs pour canceller nos billets. Ouais, c'est une bonne technique parce que, pas comme tu dis, au moins ça permet d'avoir différentes visions d'un candidat. Ouais. D'aller dans les faits. Souvent, tu vas pas inventer, là, mais tu vas dire, ah, mais elle doit probablement être comme ça, mais est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste toi qui sais? Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. Tu as écrit aussi un article sur CAL 95 que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle « Quand la diversité au bureau est forcée, elle peut devenir toxique ». Parce que c'est quand même un sujet qui a été très chaud dans la dernière année surtout, là, principalement. Est-ce que tu as déjà vu ou du moins entendu parler de certaines pratiques qui sont un peu douteuses, que des entreprises vont utiliser pour lutter contre le racisme? Puis aussi, juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi, peut-être aussi nous expliquer c'est quoi le tokenisme, parce que tu en parles aussi dans ton article, puis je trouvais que tu expliquais comme super bien toute cette... Ouais. En fait, le tokenisme, c'est quand on décide de mettre en place un programme ou mettre en place des initiatives de l'avant pour donner l'image qu'on veut réellement intégrer différentes communautés culturelles, différentes formes de diversité dans une entreprise, quand en fait, c'est une réelle façade. Et là où ça devient toxique, ça devient toxique à deux niveaux. Déjà, de un, très rapidement, les personnes à l'intérieur de l'organisation sont pas dupes. Les gens vont savoir très bien que c'est faux. Les personnes issues de diversité dans l'organisation vont savoir que c'est faux. Puis quand je parle de diversité, là, je parle pas uniquement de diversité culturelle, je parle de diversité au sens large. Donc, vont savoir que c'est faux. Donc, ça devient toxique. Puis pour eux, ça devient difficile. L'autre chose, c'est que de pousser à l'extrême ça met un grand poids sur les personnes issues de la diversité. Donc, tu dois représenter ton groupe. Moi, si je suis dans une entreprise puis qu'on dit qu'on veut mettre de l'avant des initiatives pour les femmes noires, je peux pas me planter. Je peux pas avoir tort, j'ai pas le choix, j'ai pas la possibilité de faire une erreur. Alors que n'importe qui d'autre a le droit de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Donc, ça met un poids qui est complètement démesuré par rapport sur des gens qui n'ont jamais demandé ça. Donc, moi, je le porte avec fierté, le chapeau de militer, entre guillemets, là, pour l'intégration adéquate des différentes communautés culturelles. C'est pas toutes les personnes issues de la diversité qui ont envie de faire ça. Ouais. Okay. Et c'est correct. Ben oui. Donc, c'est pas toutes les personnes noires qui ont envie ou qui peuvent se positionner par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, George Floyd, etc. C'est pas toutes les personnes autochtones qui ont une opinion par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats. C'est pas toutes les personnes asiatiques qui ont une opinion par rapport au shooting qui s'est passé aux États-Unis dans les sports. Comme, c'est pas toutes les minorités qui ont envie de porter ce poids-là. Il y en a, ils veulent juste être comme n'importe qui, là. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de le porter. Puis ça, il faut le respecter. Ouais, vraiment. Puis comment, mettons, est-ce que l'entreprise pourrait s'assurer qu'elle le fait de la bonne façon? T'sais, que c'est pas juste comme pour mettre une vidéo sur son site web en montrant, genre, expérience vécue, by the way. Fait que, tu sais, comment une entreprise pourrait faire ça de la bonne façon? Ben, est-ce que tu mets de l'argent? Est-ce que tu as un budget pour ça? Est-ce que tu as des initiatives à l'année longue? Est-ce que tu as des gens qui sont dédiés pour faire ça? Si non, ben non. Si tu as juste de l'argent pour faire une vidéo puis que le reste de l'année, tu n'as pas d'initiative, tu n'as pas de projet, tu n'as pas un champion qui est le chef d'orchestre pour différentes initiatives, tu n'as pas des alliances avec des organisations qui vont permettre à ton entreprise d'être meilleure, alors c'est faux ce que tu fais. Tu le fais pour l'apparence. Sinon, tu allais mettre de l'argent. Il n'y a personne qui veut aller chercher des clients
qui veut faire du marketing puis qui n'octroie pas de budget. Il n'y a personne qui veut avoir des employés puis qui ne fait pas une prévision salariale. Alors, si tu veux faire des initiatives pour l'intégration des différentes communautés culturelles, pour l'intégration de la diversité, pour un rééquilibre ou une réelle représentativité de la société dans ton organisation, ça passe par de l'argent. Il n'y a aucune initiative. C'est juste vrai. Ouais, c'est Il n'y a tellement aucune initiative qui sont juste comme ça gratuites. Donc, moi, j'ai eu différentes organisations qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Oh, on aimerait vraiment que tu viennes parler dans notre organisation des avantages, puis comment mobiliser ou encourager différentes communautés. » Puis, ils n'avaient pas de budget. Est-ce que est-ce qu'on fait venir, t'as déjà fait venir d'autres speakers gratuitement? I mean, je paye pas mon essence avec de la visibilité. Donc, pour moi, peut-être ça partait de bonnes intentions, mais si t'as pas un budget qui est attribué, t'as pas des initiatives claires, t'as pas un roll-out d'activités, pour moi, c'est faux. Ouais. Même si tu fais une vidéo en montrant à quel point ton milieu de travail il est diversifié et tout, mais qu'au final, il n'y a rien qui ressort de ça, tu sais. T'as mis du budget pour une vidéo, mais t'as absolument rien qui est mis de l'avant, ou peut-être qu'il y en a en petit dans les codes, mais que comme personne n'en parle vraiment, là, tu sais, pour aider ces gens-là à s'intégrer ou whatever, ben, what's the point, comme? Exact. Ouais. Exact. Est-ce que tu as déjà dû gérer des cas de discrimination en tout genre, que ce soit racisme, sexisme, homophobie dans ta carrière, ou c'est quelque chose que normalement c'est pas trop... Oui, donc j'ai eu le malheur de devoir en gérer. Ça se gère, bien honnêtement, comme n'importe quel autre, en tout cas, comme n'importe quel autre cas RH. C'est-à-dire, il y a une enquête qui est menée, il y a des recommandations qui sont émises. Ça ne doit pas être prise avec moins ou plus de sensibilité que les autres cas RH. La difficulté qu'il y a dans les cas de discrimination, c'est que souvent, c'est la parole d'un contre la parole d'autre. Il n'y a pas de fait tangible. Donc, on en arrive souvent avec des conclusions on peut conclure qu'on ne peut pas confirmer s'il y a eu ou pas de discrimination. Donc, c'est une phrase qui veut rien dire pour personne, mais c'est quand même la stricte puis la triste réalité. Ouais, mais ça fait du sens. Je veux dire, en cours, légalement, ça serait ça. Là, s'il n'y a pas de fait, on peut pas condamner personne. Fait que ça fait du sens. Mais comment, justement, cette personne-là, exemple, qui vit de la discrimination au travail, mais je sais que ça a été de vive voix, puis il n'y a pas de courriel à cet effet, comment je peux me backer, autre que, mettons, enregistrer la personne puis dire « je t'enregistre à partir de maintenant, fais attention à ce que tu vas me dire », tu sais. Comment tu peux arriver avec des faits? C'est ça qui est triste, en fait. Tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est rapporter la stricte réalité. Je te dirais que dans un cas sur deux, les gens avouent, hein. Ah ouais? Okay. Oui, les gens avouent. C'est bien, là, au moins, les gens ne pas de s'en cacher rendu là. On dit tel jour, telle heure, tu as eu telle discussion, puis voici ce qui a été dit, puis on le sait que c'est vrai. La personne est comme, ben oui, j'ai dit ça, mes paroles ont dépassé ma pensée, je suis vraiment désolée. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui avouent. Après ça, sinon, j'aimerais vous dire que comme il y a d'autres recours possibles ou qu'il y a d'autres méthodes possibles, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est vraiment... c'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre. Ouais. C'est pour ça aussi, j'ai vu une vidéo récemment là, d'une fille une noire en fait, dans un magasin aux États-Unis, qui filme une femme qui a essayé de la frapper. Puis là, dès qu'elle commence à la filmer, la fille, elle se met en boule, puis elle fait une crise, là, comme si c'était elle la victime. Ouais. Puis les gens, peut-être que tu l'as vu à voir ta réaction, tout le monde les gens autour, ils sont comme, ben là, arrête de la filmer. Puis elle est comme, tu comprends pas que j'ai besoin de la filmer, parce que quand la police va arriver, ils vont la croire elle, genre. Oui, puis dans la situation inverse, je suis prête à parier n'importe quoi que la sécurité aurait été là beaucoup plus rapidement. Ben ouais. C'était vraiment long. Ou aurait pas... mon Dieu! Non, mais la fille, pour vrai, j'avais... Ben non, elle courait après, la femme après, elle est comme « Stop chasing me ». Mais tu lui cours après. Ouais. Donc, non, elle cherchait quelque chose. Là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je pense que comme c'est à la fin, quand il y a un des sécurités qui a juste dit... c'était comme, tu sais, elle m'a attaqué, vous devriez l'arrêter, puis il a dit, ouais, mais tu sais, on sait pas encore. Après ça, il demande, t'as-tu ta vidéo? Mais tu sais, je pense pas que
La L'inverse, ça situation n'aurait pas eu besoin inverse, de il n'aurait vidéo. pas demandé de vidéo, là. Ça a été Non. direct. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Faut continuer à, malheureusement, se tenir proche de son téléphone, caméra ready. Puis en espérant qu'un jour les mentalités changent, ou en tout cas que notre système change pour protéger vraiment de façon égale tout type de personnalité, ethnicité, que ce soit que tu sois je sais pas moi, gay, lesbienne, peu importe, que comme tout le monde soit égaux. Je pense que c'est juste ça le problème, c'est que on n'a pas un système qui est égaux pour tout le monde, qui protège tout le monde, on dirait. Fait que, Ouais, bref. j'aimerais croire qu'on va arriver là un jour, mais J'espère. je pense que tant qu'il y aura des hommes avec un grand H, là, il y aura des différences. Oui. Je pense qu'effectivement, la clé, c'est de vouloir minimiser ces différences-là, puis d'arriver à une forme de justice un peu plus grande, mais Ouais. mon Dieu, On n'est pas là. Ouais, non, on en n'est tout cas, pas je pense encore pas qu'on rendu là. va voir ces jours. Mais quoi, Ben, moi, j'aime ouais. mieux essayer puis y croire, mais c'est ça. Absolument. Ouais. Puis de toute façon, comme tu disais, on a toutes des billets. Fait à quel point, Ouais. tu sais, à un moment, on va jamais ne pas en avoir parce que ça dépend de tes expériences de vie. Fait que ça va malheureusement toujours exister. Après, c'est juste de créer des règles en entreprise qui sont vraiment comme. Ouais. En même temps, tu sais, je suis pas contre les solides. billets, pour vrai. Je trouve que c'est ce qui fait aussi des belles réflexions. Tu sais, de voir la différence. Pourquoi toi, tu vois les choses comme ça? Ah, intéressant, mais tu sais, ça veut dire que, whatever. Puis, je trouve que moi, je trouve que c'est important qu'il t'en aide à acheter des billets pour que tu réalises des choses sur les autres. Imagine si on avait tous pas des billets, tout aurait été neutre, on s'intéresserait à rien parce qu'on sait tous que genre... En tout cas, je vais loin, Ouais. là, Non, mais je trouve que c'est quand Ouais. même intéressant. Ouais. Ouais. Sur, là, c'était un petit peu plus sérieux pour finir sur des trucs un petit peu plus peut-être comiques ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes de choses que tu as déjà vues, pas, tu sais, qui sont un peu drôles quand tu y repenses de choses à faire ou ne pas faire en entreprise, que tu étais comme, oh mon Dieu, à quoi cette personne-là pensait? OK, une que moi, je m'en remettrai jamais. Je trouve vraiment drôle juste parce que je me dis, oh my God. Donc, j'ai déjà passé une entrevue, puis pendant l'entrevue, la femme a commencé à allaiter son bébé. Non. Puis moi, je me disais juste, mais dis-moi, on va déplacer. Mais moi, voir le sein de quelqu'un que je connais pas dans une entrevue, je me disais, mais quel manque de jugement. Ça m'avait comme dépassé. Complètement. Demande-moi, on va déplacer l'entrevue. On va la reporter. Ouais. Si t'as un enfant, je comprends, c'est normal. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ou on peut-tu prendre une pause? Je vais juste allaiter Ouais. mon enfant. C'est pas la place pendant l'entrevue de le faire. Ouais. C'est comme si je Demande à la sortais ma personne si elle est salade, à genre. l'aise, tu sais. Au pire, demande à la personne si, genre, ça la dérange, mais tu sais. Ouais. En fait, elle m'avait dit, écoute, mon enfant pleure, est-ce que... Puis là, je lui ai dit, ben, est-ce que tu veux qu'on reporte l'entrevue? Ouais. Elle m'a dit, non, mais tu sais, ça faisait 45 minutes, donc il nous restait peut-être un petit 10 minutes. Si ça ne dérange pas, je vais l'amener. Fait que j'ai dit, ben non, il n'y a pas de problème, amène-le. Puis là, sort le boob, plug, le Oh kitsch. my. Un petit peu de manque de jugement. Fait que ça, c'était drôle. Ouais. Sinon, dans mes tops aussi, de ce qui m'étonne le plus, j'ai eu plusieurs préavis de comme 3 ou 4 heures. Ah, je démissionne. Je suis comme, OK, bon, OK, bon. Ah, mais tu sais quoi? J'en ai vraiment plein. Tu sais, comme je pars à midi. Wow! Oh mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça. À moins que c'est passé une situation que, comme, c'est fini, mais il faudrait vraiment que ça soit grave, là, mon Mais ça, c'était... Je dis pas que c'est juste eux, c'était tous des Gen Z. OK. Fait que mais j'ai l'impression que la génération, puis ils sont pas très loin de nous, là, on n'est pas vieilles, mais c'est comme no fucks given. Mais I don't want to do it, I don't do it. I want to quit, I quit right away. Tellement, j'ai eu une situation à mon emploi, là, que la personne, on prête du matériel, ordinateur, tout compris, puis la personne a travaillé une semaine, après une semaine, la journée même, à sa pause, no show, même pas de comme, hey, finalement, tu sais, je démissionne, ou c'est pas pour moi, whatever. À sa pause, c'est juste jamais revenue, comme on la textait ou whatever, elle répondait pas, puis là, à un moment donné, il a fallu qu'on l'appelle pour réaliser que
elle a dit, ben non, moi, finalement, c'est pas pour moi. Elle est comme, OK, ben, tu sais, il va falloir que tu ramènes les équipements au bureau à Montréal. Puis elle était comme, ben non, vous venez les chercher. On a dû payer un Uber. Tu sais, maintenant, Uber offre genre du monde qui vont chercher des choses Ouais. pour aller le porter. Fait qu'ils ont dû payer un Uber pour qu'ils aillent chercher le matériel parce qu'ils n'étaient pas foutus de venir porter les matériels. Puis pour rire à ce stade-là, je me suis juste dit, wow, là, genre, elle est rendue où la ligne de la décence, là, genre, Comme, faut quand même que tu aies du respect pour ton employeur. À un moment donné, tu sais, tantôt, on disait que, comme, faut pas que l'employeur prenne ses employés pour acquis. Ben là, l'inverse est aussi vrai, quand même. Ouais. Faut aussi que tu sois, comme, content de t'être fait donner une job puis que tu aies du respect pour l'entreprise qui a décidé de t'embaucher, là. À un moment donné, Oui, puis à un moment donné, les cycles économiques ne mentent pas. Donc, la vie est un grand cycle économique. Donc, la belle croissance que nous, on vit présentement, à un moment donné, on va arriver à un plateau, puis il y a une forme de décroissance. Donc, les gens qui n'ont pas eu l'habitude, pas d'avoir du respect pour l'employeur, mais d'avoir ils vont trouver ça très difficile. Ouais. Ouais. C'est ça va les c'est peut-être rattraper. un préjugé, mais puis encore là, c'est clairement un biais. Mais tu sais, c'est pas la première fois, mettons, que j'entends ça. J'ai l'impression que, pas tout le monde, mais que dans la génération Z, il y en a qui vont frapper un mur quand ils vont sortir de l'école puis qui vont arriver à des jobs, ben, tu sais, quand ils vont vouloir, mettons, leur vrai job dans leur domaine, là, peut-être pas des jobs étudiantes dans whatever, là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont frapper un mur. Que comme il n'y a aucune job parfaite, puis à un moment donné que, tu sais... Je pense même avant, tu sais, parce que là, maintenant, à l'heure actuelle, tu peux plus échouer ton secondaire. Tu sais, comme tu passes d'une année à une autre, tu peux pas échouer d'année. Mais en arrivant au cégep, tu peux couler, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans la vie, tu sais, tout le monde n'est pas bon dans la vie. Puis au secondaire, maintenant, mais tout le monde est bon. Fait que c'est une génération où ils ont l'habitude de se faire taper dans le dos. Même si t'es pas bon, t'es bon. Tout le monde est noyé. Mais dans la vie, il y en a des bons, puis il y en a des pas bons. C'est le cycle c'est la vie. Fait que je pense que même en arrivant au cégep, puis en allant à l'université, c'est comme, il y a des chiffres qui te donnent si tu passes pas, c'est pas juste des lettres, puis tu peux pas juste passer. Fait que je pense que ça va être des réalités qui vont être différentes. Puis nous, comme entrepreneurs, comme entreprise, comme gestionnaires, qui allons devoir gérer aussi ce type de personnes-là, on va devoir s'adapter à une nouvelle réalité. Ouais. C'est clair. À suivre, hein? On s'en reparle en 2030. Puis est-ce que, parce que j'imagine que, mais tu sais, dans la dernière année, c'était vraiment plus du travail à distance, tu sais, sur Zoom, puis des choses comme ça. Est-ce que tu as vu des anecdotes, mettons, d'entrevues à distance ou outre la femme qui décide d'aller? Non! Ben, mon Dieu, je sais même plus si je les considère comme des anecdotes, mais tu sais, des sweatpants, ça, c'est comme le typical sweatpants, chemise doit se lever pour aller, le kid crie, fait beaucoup de la base. beaucoup de choses qui impliquent comme des enfants qui courent derrière, puis c'est comme c'est juste drôle parce que tu sais, tout le monde comprend, mais tu vois le kid, il sait très bien que comme son père en ce moment, il je vais faire chier là. Il peut rien faire. C'est comme le moment parfait pour le faire chier, là. Tu vois les enfants crier derrière, puis c'est juste incessant, puis... Puis lui, la personne doit se contenir, là, mais genre, ce qu'elle pense, c'est genre... C'est comme Jacob, arrête! Jacob! Non, Jacob, s'en fout. Jacob, il en a rien à cirer en ce moment. C'est ça. Mais je lève mon chapeau, par exemple, à tous les parents qui ont dû travailler avec des jeunes enfants pendant la pandémie. T'sais, surtout pendant que les garderies étaient fermées, là. Oh mon Dieu, je lève mon chapeau à toutes ces personnes-là parce que ça devait vraiment pas être facile, justement, pendant... T'sais, on en a tous eu des meetings où quelqu'un, c'est ça, était comme « Non, fais pas ça! » T'es comme « Excusez! » Mais, comme, c'est cocasse, mais props, parce que je sais, moi, j'aurais pas été capable de gérer ça. Fait que vraiment, là... Je l'ai pas vécu, j'ai eu la chance parce que j'étais en congé maternité. Donc, j'ai pas vécu le bout où les garderies étaient fermées puis les gens devaient continuer à travailler. Moi, j'étais à la maison puis j'étais comme « Wow! » Une chance, ouais. Ben ouais, apparemment, c'était, en tout cas, mes collègues puis toutes les personnes avec qui je travaille qui ont dû avoir les enfants à la maison, je peux te dire que les éducatrices de la petite enfance, là, sont mises sur un piédestal. Ben oui, vraiment. C'est clair, c'est pas facile. Non. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir pris part à l'apéro avec nous aujourd'hui. On espère que tu as apprécié ton expérience
de venir nous parler de toi et de ton travail. Non, mais c'est super le fun, super conversation conviviale. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, mais pour vrai... C'est les meilleurs compliments, ça, je pense. Oui, je pense que c'est vraiment ça c'est pour ça qu'on l'a appelé l'apéro, parce qu'on veut vraiment, tu sais, un sentiment de... On est là, on prend un verre, on jase, peu importe. Fait que, c'est pas une entrevue, là. C'est genre, on trouvait que ton contenu était tellement intéressant, puis on voulait en jaser avec toi, parce que, justement, tu sais, des fois, comme on le disait au début, tu sais, notre génération, on est très work-oriented, puis des fois, ça fait du bien de se faire ramener sur terre un petit peu, puis de se faire dire comme, hey, relax, comme t'as le droit de prendre un break, t'as le droit de pas penser que ta job, c'est ta personnalité, puis t'as le droit de... Ouais. Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir ta page sur Instagram. À chaque matin, tu me fais tellement rire. Tes vidéos, pour rester, genre, je commence, je regarde tes vidéos, je suis comme, elle est tellement drôle, j'aime vraiment, comme t'es très créative, puis continue comme ça pour vrai, parce que c'est rafraîchissant, comme Roxane disait au début. Puis, justement, pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Oui, je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Sonia Kwemi. Super simple, vous allez pouvoir me trouver. Je suis aussi sur YouTube, vous allez pouvoir me trouver avec Sonia Kwemi aussi. Donc, je poste plusieurs contenus gratuits, trucs, astuces pour se réorienter, puis pour les jeunes gestionnaires et entrepreneurs. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, je vous y retrouve. Je suis super active sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn et Facebook. Oui, on va mettre tes liens dans notre description de l'épisode. Puis pour les gens que c'est leur premier épisode qui écoutent, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, sous le nom de l'Apéro Podcast. Puis sur ça, on se dit à quoi, Roxane? Faut pas que je me trompe, c'est aux 2 semaines maintenant. Dans 2 semaines, mercredi. Dans 2 semaines.